Et puis, nous allons regarder ce fameux dossier. Dossier donc euh, qui concerne donc le droit des Québécois à choisir la date de leur décès, de leur mort. Hein? Alors, c'est le droit de mourir dans la dignité. Alors, on va regarder l'aide médicale à mourir, l'accès aux personnes souffrant de maladies mentales qui divisent le pays. Des partisans du plan fédéral dont Mourir dans la dignité Canada disent qu'exclure les personnes souffrant de maladies mentales de l'aide médicale à mourir est une forme de discrimination. Les intentions du gouvernement fédéral d'étendre l'aide médicale à mourir aux personnes souffrant de maladies mentales continuent de diviser malgré une pause d'un an visant à établir des protections adéquates pour les patients et des directives pour le personnel de la santé. L'espoir est ce qui a permis à Laurel Walker de rester en vie alors que ses pensées suicidaires la submergeaient, et c'est exactement ce qui, selon elle, priverait des personnes qui luttent contre les mêmes ténèbres si le Canada allait de l'avant avec ses plans visant à étendre l'aide médicale à mourir aux personnes atteintes d'un trouble de santé mentale. C'est en faveur de l'élargissement de l'aide médicale à mourir prévue pour le 17 mars, soutiennent que fournir donc l'aide médicale à mourir aux personnes atteintes d'une maladie physique incurable sans accorder le même droit à celles atteintes d'une maladie mentale irrémédiable équivaut à une discrimination fondée sur un handicap. Les opposants rétorquent qu'il n'existe pas suffisamment de preuves pour prédire si une personne se remettra ou non d'une maladie mentale. Des commentaires récents venant d'Ottawa suggèrent que l'expansion n'est pas une certitude. Le ministre de la Justice, Arif Virani, a déclaré mercredi que le cabinet tiendrait compte des avis d'une commission constituée d'experts médicaux et d'autres parties prenantes avant de décider si le gouvernement allait de l'avant le 17 mars ou s'il marquait une pause. La plus grande préoccupation de Mme Walker est que les personnes vulnérables languissent sur de longues listes d'attente et ne peuvent pas se permettre de payer pour des soins psychologiques qui ne sont pas couverts par les programmes gouvernementaux. Il y a un décalage et pour cette raison, je pense qu'il est irresponsable d'aller de l'avant avec l'aide médicale à mourir pour la santé mentale, a déclaré Mme Walker. Mme Walker est une résidente de 44 ans d'Halifax qui a souffert de dépression et d'anxiété et du trouble de stress post-traumatique pendant 20 ans avant d'être hospitalisée. Elle ne souhaite pas que l'aide médicale à mourir soit étendue en mars aux personnes dont le seul problème médical est une maladie mentale. Sur sa lutte contre la dépression a commencé à l'école secondaire, mais elle a déclaré que les soins dont elle avait besoin n'étaient pas disponibles dans sa province natale, la Nouvelle-Écosse. Il a fallu environ 20 ans pour obtenir un traitement dans un établissement privé d'hospitalisation en Ontario. J'ai fait une tentative de suicide en 2005. J'ai fini par être interné à l'hôpital. Je n'aurais pas été en mesure de prendre une décision rationnelle, mais j'aurais pu faire une demande d'aide médicale à mourir prochainement, a confié Mme Walker, ajoutant qu'elle n'a eu besoin d'aucun service de santé mentale dans le système public depuis qu'elle a terminé son traitement il y a 10 ans. Je sens que tu es impatient d'aller à la pause. Pas impatient, mais il est l'heure d'aller à la pause justement et on revient après pour la suite concernant ce dossier. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec.
Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Nous voilà de retour avec Jean-Ernest pour continuer sur le dossier de l'aide médicale à mourir. Oui, alors donc on aurait pu commenter parce que je sais que c'est la journée où Jacques doit avoir ses 10 minutes de gloire. Alors il faut lui laisser le temps. Alors donc on va y aller, mais c'est vraiment intéressant pour voir cette personne, Laurel Walker, qui a aujourd'hui 44 ans, qui aurait pu faire, qui a souffert de maladies mentales et qui aurait pu faire et obtenir l'aide médicale à mourir. C'est cette personne-là qui va faire un raisonnement tel que ce qui suit. Elle dit autoriser l'aide médicale à mourir sans financer adéquatement le traitement des personnes qui risquent de se retrouver à plusieurs reprises dans les salles d'urgence équivaut à dire qu'il n'y a aucun espoir. Les Canadiens donc ont accès à l'aide médicale à mourir depuis 2016 pour les maladies physiques ou les maladies incurables. 5 ans plus tard, à la suite d'une décision d'un tribunal du Québec, la loi n'exigeait plus que la mort naturelle d'une personne soit raisonnablement prévisible. Mais les personnes atteintes d'une maladie mentale ne seraient pas admissibles avant mars 2023, ce qui laisserait le temps à un groupe d'experts sur la maladie mentale de formuler des recommandations sur les garanties et les orientations. Je pense qu'il y a une erreur dans l'article, c'est probablement mars 2024. Cependant, l'expansion a été suspendue en février pendant 1 an. Alors, donc, c'était bien écrit. C'est mars 2023. Et je reprends. Cependant, l'expansion a été suspendue en février pendant 1 an après que certains psychiatres et groupes nationaux, notamment le Centre de toximanie et de santé mentale de Toronto, le plus grand hôpital universitaire psychiatrique du pays, ont exprimé leurs inquiétudes, notamment sur la nécessité d'un meilleur accès aux soins. Depuis, un programme d'études a été introduit pour guider les évaluateurs et les prestataires de l'aide médicale à mourir. Voilà un problème réel qui est posé et très concret. Tout simplement, Thilou, ici, on parle de nos chartes, les droits. Les droits de toutes les personnes doivent être respectés également. Alors, on ne peut pas accorder l'aide médicale à mourir à des personnes atteintes de maladies physiques sans accorder l'aide médicale à mourir à des personnes atteintes de maladies mentales. Ça s'appelle une discrimination sur un handicap. C'est extraordinaire, extraordinaire. Mais, de manière beaucoup plus sérieuse, effectivement, le cas de cette femme nous dit qu'il faut y passer à 2 fois. Elle aurait pu obtenir cette aide médicale à mourir. Aujourd'hui, c'est une personne qui n'avait pas de soins à cette époque-là, de soins mentaux, on pourrait dire, n'est-ce pas, pour sa maladie. Et alors qu'elle a reçu des traitements, aujourd'hui, c'est une personne qui te dit, moi, j'aurais pu mourir. J'aurais pu choisir de mourir. J'ai même fait une tentative. Mais, vous voyez que si j'avais obtenu l'aide médicale à mourir, je n'aurais pas été là pour vivre ce que je vis aujourd'hui. Est-ce qu'on a fait le tour du jardin? Est-ce qu'on est sûr que cette personne atteinte de maladie mentale n'est pas en train de tout simplement demander qu'on lui vienne en aide? Mais c'est là toute la question. Comment en être sûr? Moi, c'est un sujet qui me dérange beaucoup parce que j'arrive pas à prendre position, parce que c'est tellement délicat. Je ne vois pas comment être sûr d'un choix ou de l'autre là-dedans. Je vois pas. Et quelqu'un qui souffre atrocement, est-ce qu'on peut aussi lui demander de continuer de subir la souffrance, de passer à travers parce qu'éventuellement ça ira mieux après? Mais c'est la personne qui souffre, pas nous. En même temps, est-ce qu'on peut aussi
encourager ou aider à mourir, alors peut-être qu'il y a espoir. Je sais pas. Pour moi, c'est vraiment très, très, très compliqué. Là, la question qui est posée, c'est est-ce que le système a tout fait pour cette personne, c'est, qui souffre de maladie mentale, là? Parce que la maladie mentale, normalement, altère la capacité de la personne à prendre une décision éclairée. Alors, est-ce que dans un moment d'éclair, on peut dire, où la personne aurait cette capacité, la personne fait la demande, on va prendre en considération qu'est-ce qui nous dit que cette personne Voilà. prend la décision de manière éclairée. C'est ça la question. Mais la question fondamentale, est-ce que vous avez donné tous les soins possibles, disponibles à cette personne-là pour lui permettre de passer à travers de sa maladie? Voilà la question fondamentale. Alors, on peut effectivement se précipiter et donner cette aide sous prétexte qu'on risque de fouler aux pieds les doigts de cette personne et qui souffre d'un handicap. Mais est-ce qu'on a tout fait pour éviter qu'on en arrive à ça? Et c'est une question fondamentale, Jacques. C'est très, très fondamental et moi, c'est pas pour la maladie mentale, là, comme vous le savez, mais j'ai vécu ça et je le vis maintenant, là, mais d'une façon assez tragique en juillet dernier. Bon, vous savez que je souffre d'un cancer de la parotide. Alors, il y a 4 cancers différents. Moi, j'ai le cancer le plus... virulent? Pas le plus rare, disons. Oh, le plus rare. Alors, il y a une personne sur 1 million environ qui ont ce cancer-là. Et moi, je suis celle-là. Au Canada, actuellement, selon les derniers chiffres que j'ai pu qu'on m'a communiqué, on est moins de 30 personnes à avoir ce cancer-là. Oh, alors, imaginez... sur 40 millions. Sur 40 millions. Alors, imaginez-vous bien que les laboratoires se fendent pas la face en 4 là, pour faire des recherches sur ce cancer-là. Et il y a toutes sortes de gens vous savez, la médecine, les médecins, là, ce sont tous des humains. Et certains sont plus humains que d'autres. Oui. Certains sont plus Dieu que d'autres. Alors, à un moment donné, au printemps de l'an passé, là, fin juin, mon ORL, celle qui s'occupe, qui m'a opéré 2 fois, il me dit je vais te transférer à un autre médecin au CHUM, c'est la sommité au Québec dans ces matières. Et j'ai été transféré au CHUM à la sommité dans cette matière. Et être très instruit, être une sommité ne veut pas dire être humain. On peut avoir une intelligence artificielle, mais pas humaine. C'est-à-dire, et lui, à une réunion, je l'ai rencontré 3 ou 4 fois. La première fois, tout était beau. La deuxième fois, je me suis rendu compte qu'on ne communiquait pas de la même façon. Et la 3e fois, quand j'ai commencé à lui poser des questions, il me dit, écoutez, M. Bourgeois, il n'y a plus personne qui peut faire quelque chose pour vous. Alors, j'ai dit ça, j'aimerais ça l'entendre de spécialistes du cancer, des oncologues qui pourraient me le dire. Il dit, il vous en dira pas plus que moi, il n'y a absolument rien à faire, je vous transfère aux soins de fin de vie. Ça, manger un coup de masse dans le front, vous pouvez entendre ça, c'est à peu près pareil. Et moi, j'ai demandé de revenir à mon ORL au début, qui a accepté de prendre mon dossier.
Et elle m'a dit certainement, M. Bourgeois, je vais vous faire rencontrer des gens. J'ai rencontré deux oncologues et qui m'ont, avec disons, des expériences différentes, là, des spécialités différentes, parce que l'oncologie, c'est grand. Et on m'a... j'ai trouvé des gens qui se sont occupés de moi, qui ont répondu à mes questions, qui ont fait des travaux fantastiques pour moi, comme essayer, par exemple, de trouver des endroits où, en passant par la porte d'à côté, je pouvais aller pour recevoir peut-être certains traitements et tout ça. Et ça s'est avéré, tous les efforts que l'oncologue à la Cité de la Santé à Laval ont fait, eh bien, mon cancer, c'est vraiment incurable, il n'y a rien à faire pour ça. Alors, la dernière réunion que j'ai eue, c'est vendredi de cette semaine, qu'on a terminé la semaine passée. Après vous être rencontrés, je suis allé au CHUM. Et au CHUM, j'ai passé presque 1 heure avec mon épouse et l'oncologue où elle m'a tout expliqué. Et là, on a parlé de l'aide à mourir. Et voyez-vous, le cancer que j'ai, il est incurable. Mais c'est un cancer dans le cou. Supposons que quelqu'un a le cancer du sein. Le cancer du sein, ça ne tue pas personne, ça. Bien, les gens meurent parce qu'il y a des métastases qui s'en vont dans les poumons, par exemple, c'est tout près, et puis ils vont mourir d'autre chose que le cancer du sein. Mais tout le monde sait que c'est le cancer du sein qui a emporté cette personne-là, même si au final, elle est morte d'une pneumonie, par exemple, où elle s'est noyée, comme on dit, parce que ses poumons étaient plus capables d'évacuer l'eau et tout ça. Tandis que dans le cou, il n'y a pas d'organes vitaux qui sont là. Okay. Alors, sur 40 cas qui sont connus, il y en a un qui est décédé parce que son cancer a brisé la veine. La horte? La horte, c'est ça, pas la veine. La veine, ça aurait fait la même chose, mais ça prend à peu près, il y a une différence de 18 secondes. Oui, Jacques. Problème de connexion, mais ça va revenir. Théoriquement, oui. Non. Jacques, nous ne t'entendons pas. Ça passe très mal. Ça arrive avec les connexions Internet. J'espère que Jacques va nous revenir rapidement. Alors, mais tu vois, Tilou, c'est un peu pour ça. Et là, moi, je comprends la suite, j'anticipe la suite de la communication avec Jacques. Le cancer. Est-ce que vous m'entendez? Oui, beaucoup mieux. Oui, là, ça va. Sitôt ça va, sitôt ça va pas. Oui. Oui, alors tu disais, Jean-Ernest, tu anticipais la suite. Oui, parce qu'il explique qu'il n'y a pas dans le cou des organes vitaux, paraît-il, que les métastases pourraient atteindre. Ce que je ne comprends pas, est-ce que les métastases sont limitées dans le reste du corps? Est-ce que les métastases ne vont pas se loger où ils veulent bien aller se loger? Alors, je ne sais pas. Mais en tout cas, on lui a proposé l'aide médicale à mourir. Ouais. On lui a proposé l'aide médicale à mourir, alors que j'imagine que Jacques... Est-ce que vous m'entendez? Oui, Jacques. Oui, Jacques. Là, on t'entend... non, là, il est parti complètement. Oui, alors, moi, ce que j'essaie de comprendre dans tout ça, c'est un sujet vraiment délicat, c'est qu'on veut faire... à côté de est-ce qu'on a donné tous les soins possibles et nécessaires que le système pouvait donner, mais on veut faire de l'aide médicale à mourir un droit qu'aurait la personne souffrante. Mais ma question, c'est
comment est-ce qu'on est sûr que cette personne-là prend la décision de façon, je dirais, sûre d'elle-même? Parce que lorsqu'on souffre, et cela, d'après moi, va au-delà du problème mental, hein. Et lorsqu'on souffre, on ne prend pas toujours des décisions, je dirais, éclairées avec tous nos moyens. Donc, ça reste toujours très délicat. Mais tu comprends, Thilo, honnêtement, là, je sais que c'est des questions qui subsisteront toujours. Mais ce débat-là a déjà été fait au Canada. Et on est passé à travers. Il reste l'étape principale aussi importante de la personne atteinte de la maladie mentale. OK. Mais, à travers ce que Jacques vient de nous dire là, on comprend qu'on n'attend pas que celui qui souffre demande l'aide médicale à mourir, mais on t'offre l'aide médicale à mourir. C'est comme là, tu vas à un restaurant et puis on te présente le menu, ben voilà. Et tu as ça à telle heure, tel. C'est quoi ça? Oui, ça c'est très compliqué. Surtout que, comme je le disais, la personne en souffrance, tu lui offres ça, c'est presque l'encourager à faire le choix. Mais tu parles d'une personne en souffrance, Jacques, oui, prendre des traitements, etc., chimiothérapie, on sait que c'est pas toujours évident. Mais ça n'a pas l'air d'être une personne extrêmement souffrante et qui a besoin d'abréger cette souffrance-là et qu'on lui propose, voilà. Et moi-même, j'aurais préféré encore que ce soit la personne qui, de guerre lasse, qui n'en peut plus et qui décide de faire la demande. Maintenant, on se permet d'offrir l'aide médicale à mourir. Et encore, si c'est une personne, je ne sais pas là, qui est, je ne sais pas, qui n'est pas capable de prendre la décision, mais c'est un monsieur qui a fait tout le parcours, chaque fois essayant de comprendre mieux sa maladie et de se comporter au mieux pour survivre, parce qu'il a certainement le goût de continuer à vivre, de s'attacher à cette vie, à sa famille, au sien, n'est-ce pas? Mais là, on te propose l'aide médicale à mourir. Et j'imagine que tu as l'air d'être, en québécois, on dit chicken. Mais alors, est-ce que... D'être chicken si tu n'acceptes pas l'aide médicale à mourir. Est-ce que ce genre de traitement ou de maladie, ça a un coût pour le système? Ça a un coût certainement pour le système. Donc, ça expliquerait peut-être pourquoi il devient de plus en plus facile de se voir proposer cette aide-là. Mais qu'on me le dise ouvertement, qu'on me dise à partir d'un certain âge, moi je sais qu'il y a des choix de ce genre-là qui sont faits à tous les jours. Si on a à traiter un jeune homme de 20 ans et la même personne de 70 ans, 90 ans, je pense qu'on va donner la priorité à la personne de 20 ans. Ça, c'est clair. Mais par contre, lorsqu'on ne nous dit pas que l'aide médicale à mourir a un objectif de réduire le coût pour le système de la santé, moi, je prends pour acquis que c'est une aide qu'on m'offre parce que je suis fatigué de vivre et j'ai décidé de dire que je veux partir. On m'aide puisque je ne peux pas obtenir l'euthanasie, mais on appelle ça l'aide médicale à mourir. Je peux obtenir ça parce que je le veux, mais qu'on me l'offre comme ça, même si la personne n'en fait pas la demande, je trouve ça indécent. Mais qui prend la décision? Parce que je sais que c'est une demande, donc ça veut dire que ce n'est pas automatiquement acquis. Donc, qui prend la décision d'accorder cette aide médicale à mourir? Il semble qu'il y a une équipe multidisciplinaire qui se rencontre sur le cas, etc., et qui décide. Mais tu vas voir là, si on remet en morceaux tous les morceaux côte à côte dans ce que Jacques nous a présenté, il y a 30 cas au Canada. Et de ces 30 cas,
Il n'y a qu'une personne qui est décédée de la maladie. Alors pourquoi on offre à Jacques l'aide médicale à mourir? Oui, c'est ça la grande question. Je me demande, est-ce qu'il y a une question de coût pour le système? C'est ce que j'essaie de comprendre. Alors, il faudrait peut-être poser la question à l'équipe multidisciplinaire, tu comprends? Parce qu'on ne nous le dira jamais. Et puis, est-ce que c'est ces médecins-là qui dépensent dans leur budget et que ça dérange? C'est quand même le système, c'est quand même un contribuable qui a contribué longtemps au système de santé et qui aujourd'hui demande des soins. Et on lui doit des soins. Et c'est peut-être parce qu'ils font abstraction de la part humaine là-dedans, hein. Ça devient peut-être comme justement un système. Il y a des cases à cocher. Je vois que c'est écrit sur le site du Québec qu'il faut remplir tous les critères. Donc ça devient peut-être comme juste un formulaire à remplir. On coche les cases. Si toutes les cases sont cochées, d'accord. Peut-être que c'est quelque chose comme ça. Non, Et c'est plus que ça. Comme je t'ai dit, il y a un ensemble, une équipe multidisciplinaire qui se parle. Oui, il faut remplir le formulaire, etc. Mais la décision ultime, c'est en fonction, oui, du formulaire, mais aussi des médecins qui vont juger, etc., que la personne est bel et bien apte à recevoir l'aide médicale à mourir. Jusqu'à présent, c'est correct. Et puis, tant qu'à être, que la personne fasse la demande elle-même. si elle est en mesure de le faire. Mais il faut que ce soit la personne qui fasse la demande. Il faut que ce soit la personne. Mais parce que les abus viendraient tout de suite, Tilou. Moi, j'ai besoin d'hériter de ta fortune comme ton fils. Eh ben, je remplis les cases pour toi. Hum. Et puis on t'offre l'aide médicale à mourir. Et puis plus vite tu pars, plus vite je jouis de ta fortune. Oui, mais c'est là qu'interviendrait cette notion de discrimination où quelqu'un qui aurait de grandes souffrances physiques, mais serait, on dirait, entre guillemets, normal mentalement, pourrait demander cette aide alors que la personne en déficience mentale serait condamnée à souffrir parce qu'elle ne peut pas prendre la décision. Alors, encore une fois, Tilou, on dit oui, mais encore une fois, parce que notre système, on dit même au niveau de la santé, le système de santé mentale ou la santé mentale fait figure de parent pauvre à côté du système en général, malgré qu'on ait des handicaps dans ce système de santé en général, mais la santé mentale est méprisée. Donc, est-ce qu'on a tout fait Oui, pour c'est la venir question. en aide à cette personne-là? Est-ce qu'on a vu tous les poutous et les contours? Le bel exemple, c'est cette femme-là qui nous parle aujourd'hui de manière très logique qu'il ne faut vraiment pas accorder l'aide médicale à mourir sans avoir vraiment fait le tour du jardin et essayer de donner tous les services auxquels la personne atteinte a droit. Hmm. Ouais, c'est compliqué. Moi, je n'arrive toujours pas à prendre position. La seule chose que je comprends, c'est que peut-être qu'il n'y a pas d'une solution ou une démarche absolue qu'on dirait que voilà, ça c'est ce qu'il faut faire. Ça sera toujours au cas par cas et même suivant le cas, est-ce qu'on sera sûr d'avoir tout fait? Je ne sais pas. Mais Maintenant, là est-ce qu'il ne où faudrait pas aussi voir, au lieu de l'aide médicale à mourir, est-ce que le rôle de la médecine, de la santé, de tout le système, c'est de ne pas aider les gens à vivre, quel que soit leur problème? Donc, ce serait, au lieu de chercher à donner une aide médicale à mourir, ce serait plutôt de privilégier une aide médicale à vivre. non, Même si la ça, maladie est incurable, mais c'est... ça dépend de la qualité de vie, là aussi, parce qu'on parle de qualité de vie. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience d'une personne atteinte d'Alzheimer. L'Alzheimer, c'est une maladie très rude, n'est-ce pas, qui atteint la personne dans sa dignité.
Ouais. Et une personne qui ne reconnaît pas son époux, ses enfants, etc., est-ce que cette personne-là voudrait se voir dans cette situation-là? Pas sûr. Oui, oui, oui. On sera d'accord aussi que c'est une décision qu'on va prendre pour cette personne. Pas sûr. Non. Alors, donc, c'est une décision qu'on va prendre pour cette personne. Non, pas que je sache, là. On ne prend pas de décision pour cette personne. Est-ce que cette personne, au moment où on se parle, on est toujours pas rendu là, peut, par exemple, toi et moi, nous sommes aujourd'hui avec toutes nos facultés. Est-ce qu'on pourrait signer une espèce de témoignage, faire un testament, dans le sens que si jamais on est rendu là, eh ben oui, que la décision soit prise par telle personne qu'on Ah, ok. désignerait comme testamentaire, légataire ou je ne sais pas, qui Ouais. prendrait la décision à notre place. Mais si aucune démarche en ce sens n'a pas été faite, ben, on ne peut pas prendre la décision pour la personne. La personne peut continuer à vivre avec son handicap jusqu'à sa mort. Ouais. Ouais. C'est bien compliqué tout ça. Et Tu trouves ça compliqué? non, non, Tu sais, bon, alors je pense que Jacques est de retour. oui, Jacques est de retour, évidemment. Et on va consacrer sa chronique à la partie de l'émission. On n'aura pas la chronique de Jacques finalement, C'est mais ça, on c'est aura ça. quand même quelques mots de Jacques sur le sujet, puisqu'il était en train de parler justement avant que la communication ne se coupe. Oui, vas-y, Jacques, on Je t'écoute. m'excuse, j'ai dû arrêter l'ordinateur et le repartir. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Je m'excuse. Peut-être que mon ordinateur aussi a le cancer. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'on avait une chance énorme au Québec là, depuis quelque temps, c'est qu'on pouvait avoir accès à l'aide à mourir sans avoir une mort imminente. Alors, ça fait toute une différence. Et pour ça que je vois les gens qui souffrent de maladies mentales d'une façon très particulière, moi, parce que je sais que quand ta seule chance, c'est de mourir parce que tu as trop de mal, on essayait de, comme m'ont expliqué l'oncologue, de détourner ça en envoyant les gens soit dans un sommeil profond ou un coma et en utilisant le pas d'acharnement médical pour qu'ils puissent peut-être quitter plus dignement, plus rapidement. Et quelqu'un qui a une maladie mentale, est-ce que lui-même peut gérer ça? C'est que la loi va dire quoi? Est-ce qu'il doit y avoir un comité de famille qui soit formé à l'avance de gens compétents qui vont prendre les décisions pour toi? Vendredi passé, on a eu des discussions avec mon épouse et moi. C'est mon épouse qui va prendre toutes les décisions pour moi au moment où peut-être je ne pourrai plus prendre de décision. Mais quelqu'un qui a une maladie mentale, la mort imminente, là, ça n'existe pas vraiment pour les maladies mentales. Alors, ça prend des bonnes raisons. Moi, si je vivais encore 50 ans, peut-être qu'on trouverait quelque chose pour guérir ce cancer-là. Parce qu'on est à la porte de le trouver maintenant. Mais Jacques, tu as dit, toi, que étant donné qu'il y a une personne sur 30 qui est décédée de la maladie, n'est-ce pas? Et les autres continuent à vivre. Oui. Et les autres continuent à vivre. Est-ce que tu es souffrant, Jacques? Est-ce que souffrant au point où tu voudrais laisser ce monde? Est-ce que tu trouves que c'est inhumain de te faire cette proposition, étant donné que, en apparence... Ça dépend comment on me l'a fait. L'autre oncologue que j'avais, pas un oncologue, mais un ORL que j'avais rencontré au CHUM, il n'y avait rien d'humain. Tu sais, quand tu as quelque chose comme ça, puis on dit que tu as un cancer incurable, tu vas en mourir. Ben, tu te demandes, je vais en mourir comment? Il dit, comment vous voulez que je réponde à votre question? C'est vous qui avez le cancer, c'est vous qui pouvez le dire. Oh, ben, ouais. Moi, j'ai le cancer, puis je peux
je peux vous parler de ce cancer-là, de ce que les gens qui connaissent ça m'ont dit. Mais moi, le cancer, je le subis, tu sais, j'ai pas de connaissances pour parler du cancer, sinon d'expérience, disons-nous. Ouais. Alors, c'est ça le problème est tout là. Et quand on a une maladie mentale, moi, je connais des gens qui souffrent de maladies mentales et qui sont suivis, et personne ne sait qu'ils souffrent de maladies mentales. Moi, je les rencontre souvent, puis quand je les rencontre, je dis « Oh, il y a quelque chose ». Je m'informe, j'essaie de parler comment va avec ta médication. Mais quelqu'un qui a une jambe cassée, qui se promène avec un plâtre, et puis qui pourrait être quelqu'un qui vient d'être opéré, comme moi, quand j'ai été opéré, j'avais pas besoin de dire aux gens, j'avais été coupé, là, j'avais le cou un peu comme Einstein, qui s'appelle celui qu'on a remonté. Là, et c'est visible à voir que tu as quelque chose, que tu as une maladie, que tu es... Mais quand ça se passe entre les deux oreilles, là, on ne peut pas voir ça, puis on n'est pas habitué à voir ça. Alors, moi, ça m'inquiète. Je pense que ces gens-là devraient avoir le droit à l'aide médicale à mourir, mais ça devrait être la façon de l'accorder, ça devrait être différent de quelqu'un comme moi qui, aujourd'hui, moi, je sais que le 4 janvier, j'embarque sur un programme de fin de vie de 6 mois parce que selon les 40 cas là, desquels on a des informations, c'est entre 4 et 7 mois à peu près là, avant que la douleur soit intolérable et qu'on n'ait plus de moyens de la diminuer. Alors, je vais être sur un programme avec de la chimiothérapie faible, là, qui est tout simplement pour me donner une qualité de vie, pour diminuer la douleur. Et à chaque 2 mois, ça va être évalué à savoir si on augmente l'horizon ou pas, et dépendant de ma qualité de vie. Mais moi, j'ai encore entre les deux oreilles un petit robot qui fonctionne. Là, comme je dis aux jeunes, moi, j'ai pas l'intelligence artificielle, j'ai l'intelligence réelle. Et je peux prendre des décisions. Mais quelqu'un qui a une maladie mentale, ça dépend des maladies mentales. Il y en a tout un éventail de maladies mentales. Est-ce que quelqu'un, par exemple, qui souffre d'Alzheimer, peut prendre une décision? Non. Alors, donc, Jacques, le temps est terminé, pas vrai? Oui, c'est ça. Mais on va te souhaiter quand même, Jacques, de joyeux Noël. Je ne sais pas si Noël sera joyeux pour toi, mais on souhaite que tu passes de belles fêtes avec la famille. Sûrement que je vais passer un joyeux Noël avec la famille et c'est pour ça que le programme commence juste en janvier parce que mon oncologue a dit, ben écoutez, cassez-vous pas la tête avec ça, profitez donc de Noël pour